Il est 10h sur les antennes de la Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec la 2STV. La crise que traverse certains presses a poussé l'association de... La crise que traverse certains presses a poussé la coordination de l'association de la presse à dénoncer la pression fiscale qui pèse sur certaines maisons de presse. Ibrahim Alissa Faye déplore le mutisme des autorités après la suspension de certains quotidiens. Le président de l'association des professionnels de la presse en ligne invite l'État à ouvrir des concertations avec les acteurs de la presse afin de mettre en terme cette crise qui, selon lui, perdure depuis bien des années. Cher Sad Bufal. Disparition, et pas les moindres, des médias qui ont été là depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, qui disparaissent. Ça veut dire qu'en fait, que c'est extrêmement grave. Et surtout, c'est des professionnels qui ont longtemps, en tout cas, travaillé et qui ont contribué au rayonnement de la presse. Pour le rayonnement de la presse, les entreprises publiques ne doivent cesser de collaborer par le biais de la signature de conventions. Le public occupe au moins 70 voire 80% du chiffre d'affaires de la presse et même de toutes les PME, Et donc, si les entreprises publiques ne veulent pas payer ou décident de rompre tous les contrats, mais il n'y aura plus de presse au Sénégal. Il n'y aura plus de presse. Il ne faut pas se voiler la face. Face à une telle situation de précarité, la coordination des associations de presse s'insurge du mutisme des autorités. Il ne faut pas quand même croire que l'État irait jusqu'à vouloir et assumer, disons, cette mise à mort de la presse privée sénégalaise. Parce que si c'est le cas, la nature a horreur du vide et il peut émerger un autre type de presse qui peut faire beaucoup plus mal et qui pourrait en tout cas déstructurer notre tissu social. Pour éviter une telle situation, les médias doivent bénéficier des avantages tirés des contenus repris par les GAFAM ou géants du net. On ne peut pas comprendre qu'on serve, disons, de mamelle à Google, à Facebook, TikTok, tout ça, et qu'en retour, ils ne nous payent absolument rien. Et pourtant, dans d'autres pays, ils payent. Alors, l'État doit se battre pour prélever des taxes sur ces GAFAM-là. Comme ça, nous, au moins, même si c'est 2%, ça revient à la presse, ça peut quand même permettre à la presse, je pense, quand même d'avoir une bouffée d'oxygène. Pour que la presse privée ait une bouffée d'oxygène, il urge de repenser son modèle économique, l'organisation de la publicité, afin de mettre un terme à la précarité des acteurs. Justement, on reste dans cette lancée avec la chaîne nationale, la RTS. Après la suspension de certains journaux, une série de questions se posent sur le modèle économique de la presse. Avec quelles ressources fonctionnent-elles? Sont-elles en mesure de faire face au paiement de la fiscalité, au paiement de salaire, moyens logistiques et techniques? Justement, certaines presses sont à l'agonie. Comment comprendre cette crise silencieuse ou bien cette crise somnolente? Saliou Seck a mené une petite enquête sur les grandes questions et suivons son reportage. Leur dernier numéro, Stade et Sunulamb, deux quotidiens spécialisés dans le sport. Ils ont disparu des kiosques depuis samedi dernier. Une décision aux lourdes conséquences. On a constaté la situation actuellement. Il y a un groupe de presse qui a licencié ses journalistes, ça c'est un. Et il y a d'autres qui l'ont fait et qui n'ont pas communiqué pour le moment sur ça. Il y a des organes de presse très reconnus ici qui ont licencié des jeunes reporters. Et il y en a d'autres qui menacent de faire pareil. Selon l'éditeur des deux journaux, la suspension de leur parution sur support papier est causée par la crise économique et sociale qui n'est pas propre à Africom. Cette crise date de bien longtemps, mais la presse a été toujours maintenue, disons, sous perfusion. Aujourd'hui, avec l'avènement d'un nouveau régime, certains contrats ont été plus ou moins gelés, certaines conventions ont été annulées. L'aide à la presse aussi, que l'on recevait au mois d'avril ou peut-être dans le deuxième trimestre est bloquée. Forcément, certaines entreprises de presse
sont dans une situation économique difficile. Des rappels qui sont faits à certaines entreprises pour ce qui est de leurs obligations fiscales. Les entreprises de presse doivent payer, ne serait-ce que même promouvoir l'équité fiscale. Et je pense que cela doit appeler à réfléchir sur la manière effectivement de manager les entreprises. Cette situation amène à poser le débat sur le modèle économique des entreprises de presse. L'objectif, c'est la viabilité du modèle économique. Mais si vous n'avez pas un contenu de qualité, si vous ne diversifiez pas les offres, si vous n'êtes pas capable d'être compétitif sur le marché de la publicité, il va être très difficile d'avoir un modèle économique viable. Il faut que l'État mette en place les conditions d'un épanouissement économique et à partir de là, chacun, de par ses stratégies, mette en place des mécanismes qui pourraient leur permettre de faire un business rentable. Journaliste spécialisé dans les questions économiques, Dr Abdou Diaw a abordé ce sujet dans sa thèse de doctorat en revenant entre autres sur les avantages de la digitalisation. Elles permettent à ces entreprises de pouvoir diversifier leur support d'information au lieu de se limiter uniquement à un produit papier. Donc tu peux effectivement créer d'autres plateformes avec la publicité en ligne, mais c'est des marges extrêmement importantes, sans compter maintenant l'abonnement numérique, les contenus sponsorisés. Il faut une volonté des dirigeants des entreprises de presse d'affronter cette réalité et sortir vraiment du carcan classique. En attendant, des solutions urgentes devront être trouvées pour préserver la pluralité médiatique, socle de la démocratie et de l'emploi de nombreux responsables. Parlons à présent de tout à fait autre chose, migration irrégulière des Sénégalais morts en République dominicaine. L'annonce a été faite par Horizon Sans Frontières. Le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, nous livre les circonstances, le voici. Il se serait égaré. Parce que généralement, quand même, ces bateaux de migrants vont vers les îles Canaries. Soit on emprunte Lampedusa, la Méditerranée centrale pour aller vers Lampedusa, soit la Méditerranée occidentale pour aller vers l'Espagne. Donc apparemment, ils se sont égarés. Donc dans le bateau, on a découvert 14 corps de migrants, donc tous candidats à l'immigration clandestine. Parmi les corps qui ont été identifiés, il y a entre autres 2 ressortissants sénégalais. Je ne pense pas que ces gens-là allaient vers les îles Caraïbes, vers la République dominicaine. Non. Je pense plutôt à un bateau qui s'est égaré en mer depuis des semaines, voire des mois. Généralement, quand on emprunte cette zone-là, c'est la voie terrestre, c'est la destination Nicaragua pour entrer aux États-Unis. Donc, moi j'ai l'impression, et jusqu'à preuve du contraire, pour moi cette embarcation s'est égarée. Donc voilà, ils se sont égarés. Et d'ailleurs même le fait qu'on trouve uniquement que des cadavres dans le bateau prouve que c'est... Place à présent à la RTS Diogué, une île non loin de Carapane, où la pêche et l'agriculture sont les principales activités, un site au charme naturel. Son côté panoramique est malheureusement menacé par l'érosion côtière qui semble avoir surpris les habitants de ce petit paradis sur l'embouchure du fleuve Casamance. Je vous invite à prendre le pirogue avec Abdoulaye Sakine pour une petite visite plutôt. Le voyage commence à l'embarcadère de Linguine. D'ici partent chaque jour les courriers pour rallier les îles. Ce matin, nous avons choisi de prendre notre pirogue à nous pour être plus autonomes. Après quelques contrôles d'usage, l'embarcation met le cap sur Diogué, où elle n'arrive qu'une heure plus tard, après avoir dépassé Carabane et d'autres îles. Diogué se trouve à l'embouchure, là où le fleuve Casamance se jette dans l'Atlantique. Ce village d'un peu plus de 1000 habitants fait partie d'un groupe d'îles appelé Petit Kassa, dans la commune de Kafountine. Nous venons du village de Hitou. Nos grands-parents venaient cultiver à Diogué et rentraient à Hitou. Mais comme la navette était très difficile et risquée, ils ont fini par se sédentariser. Diogué est une terre d'accueil.
En plus des habitants qui viennent des villages alentours et des autres coins du pays, il y a ceux qui viennent de loin, très loin, comme Soja, membre de la communauté ghanéenne. Djogé, c'est bon, c'est bon. Actuellement, si c'est bon, on n'a pas de problème ici, c'est bon. Vous étiez venu pour la pêche? Oui, je suis venu là pour la pêche. Vous êtes pêcheur? Oui. Mais actuellement, les marchés là, ça ne marche pas. Les pêches là, ça ne marche pas ici. Ça ne marche plus. Quand on leur demande ce qu'était Djogé hier, c'est une véritable carte postale que dépeignent les habitants de l'île. À partir de 17h, 18h, à l'âge de... Il fut un temps, jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'osait pas s'aventurer ici, au-delà de 18h, tellement les arbres étaient touffus et environ 2 km séparaient les maisons du rivage. Au moins 2 à 3 km. Avant là, lorsqu'on est venu ici, là, la mer là, c'est là-bas. C'est là-bas. Mais maintenant, il a mangé. La mer, ça mange tout jusqu'à ici. Maintenant, c'est très difficile pour nous ici. C'est très difficile. Il y avait beaucoup d'arbres ici, des cocotiers, des manguiers et autres. On jouait au foot, on faisait tout ici. Djogé est aujourd'hui durement touché par l'érosion marine. On s'était installé là-bas, là où il y a les pirogues, pour transformer le poisson. Le phénomène nous a déplacés et est en train de menacer tout le village. Le phénomène est là depuis bien longtemps. Sournois au début, il s'est accéléré au fil des ans. En ce temps-là, même les gens n'ont pas compris le phénomène très tôt, mais il existait. Il y avait des champs là où nous sommes présentement. On récoltait beaucoup de riz ici. L'eau a repoussé les habitations et ralenti les activités. La vie dans l'île fait désormais place à la peur. Pendant l'hivernage, l'eau de la mer vient nous trouver dans nos maisons. Nous vivons dans la peur. On dormait avec des gilets de sauvetage dans nos chambres. C'est pas sûr, surtout en période d'hivernage. L'eau vient jusque dans les maisons. La transformation du poisson et des produits halieutiques est la principale activité des femmes. Les rizières, elles l'abandonnent petit à petit. Toutes nos vallées sont devenues salées. Autrefois, on n'achetait pas le riz dans le village. On en cultivait beaucoup. Mais maintenant, à la fin des récoltes, on se retrouve avec presque rien. En 2019, une lueur d'espoir s'est présentée avec un universitaire belge du nom de Patrick Chevalier. C'est un professeur. C'est un environnementaliste. Il est venu demander notre aval pour expérimenter ici le système. Cela a permis de récupérer un peu d'espace. Il s'agit d'un système d'épis réalisé avec des branches de palmier qui retiennent le sable quand les vagues se retirent. Normalement les branches cocoï. On superpose les branches de palmier jusqu'à avoir une certaine hauteur. Quand la marée descend, il y a du sable qui se dépose et c'est comme ça, petit à petit, que l'on récupère de l'espace. Une solution locale face à un problème global. Le système des épis permet certes de récupérer quelques mètres de plage, mais il est fastidieux. Difficile d'en couvrir de vastes superficies. En attendant un véritable remède, l'île continue de vivre.
Et voilà, c'est ce dossier culture qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans Midi King. Aujourd'hui, Midi King va recevoir 12 invités, à savoir Ibrahima Khalil Dem, chargé de communication de l'Union des transitaires patriotes du Sénégal. Mais également, dans ce plateau, il y aura également Khadim Ndiaye. Il est le secrétaire général de l'Union des transitaires patriotes du Sénégal. En attendant, à 12h, Melay sera là pour l'information en version Wolof. À tout à l'heure.